Bienvenue à toutes et à tous sur cette petite vidéo qui est en fait un approfondissement de la lecture de tarots et d'oracles que j'ai proposé hier, qui a été posté donc il y a 24 heures, euh, où ont émergé les thèmes de la récolte qui ne se fait pas, des créateurs ou des créatrices de projets qui s'impatientent parce qu'ils ne voient pas arriver le fruit d'une récolte à laquelle ils ont pourtant beaucoup œuvré. Et puis, il y avait une deuxième question, une deuxième thématique qui était arrivée, qui était celle des enfants, de l'enfant intérieur, en distinguant l'enfant intérieur en souffrance, un petit peu, je dirais, sacrifié, et puis l'enfant joyeux, libre, spontané et créateur. Euh, alors c'est intéressant parce que à l'approche de l'équinoxe d'automne qui correspond à la fête celtique de Mabon ou de Modron, qui est la fête des récoltes, je m'étais dit qu'effectivement il y aurait peut-être une vidéo qui aborderait cette thématique. Mais j'avais aussi eu une question de l'une d'entre vous qui s'appelle Nathalie, que je salue, qui m'a posé la question récemment, qu'est-ce que être une bonne fille? Fille par rapport aux parents. Et de manière intéressante, et donc j'avais répondu à Nathalie que j'y répondrai dans une prochaine vidéo, et de manière intéressante, ces deux thématiques se rejoignent, la thématique de la récolte et la thématique de ce que c'est qu'être une bonne fille ou un bon fils. Et c'est ce que je vais essayer d'approfondir aujourd'hui. Voilà, merci de tout cœur à toutes les personnes qui like, qui commentent, qui s'abonnent, qui partagent. Sachez que c'est un soutien très très apprécié que vous apportez à cette modeste petite chaîne, ou ce modeste petit canal. Euh, Cette question-là, les questions qui ont été abordées hier ont fait beaucoup émerger, en tout cas pour moi, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, surtout pour celles et ceux d'entre vous qui se sont prêtés au petit jeu des questions d'approfondissement que je proposais en fin de lecture. Ça a fait émerger pour moi une part de moi, mais que je crois nous sommes un certain nombre à avoir, que j'appelle la petite fille aux allumettes ou la mendiante. C'est-à-dire la part de moi qui se voit comme dans le manque, qui se voit comme celle qui n'a pas sa place, comme celle dont on n'a pas voulu, comme celle qui n'est pas assez bien, comme celle qui n'est pas à la hauteur de ce que ses parents attendaient, comme celle qui, d'une manière ou d'une autre, a trahi les attentes parentales. Ça peut être un gros morceau pour un certain nombre d'entre nous, euh, et ça peut rejoindre aussi la thématique du mouton noir, c'est-à-dire de l'enfant même quand il est devenu adulte, hein, l'enfant de la fratrie ou de la famille qui a toujours été en résistance ou qui n'a pas répondu à ce que les parents attendaient, qui ne s'est pas aligné, j'allais dire, sur la ligne du parti, sur la ligne familiale, sur la lignée du clan. Et j'emploie le mot la ligne du parti et le mot clan à dessein parce qu'il m'apparaît de plus en plus qu'il y a quand même une thématique qui est à regarder en ce moment, c'est la notion de notre fidélité au clan. Et c'est là que je vais me rapprocher de ce dont je pense Nathalie pouvait parler quand elle m'a posé la question, qu'est-ce que être une bonne fille? Récemment, j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait deux façons de comprendre la notion de famille. Il y a la façon, je dirais, de l'ancien monde qui assimile la famille à un clan. J'ai dit vraiment un clan en mode archontique, en mode de l'ancienne matrice, en mode mafieux. Un clan dans lequel, voilà, vous y êtes né et vous devez lui rester fidèle et vous devez adopter ses valeurs et vous ne devez pas le trahir et vous devez faire ce qu'on vous demande dans un mode, ouais, mafieux, même clientéliste, où on doit obéir à une hiérarchie pyramidale, en échange de quoi on va obtenir une relative protection matérielle. euh, en écrasant notre propre sensibilité ou notre propre intuition qui nous dirait plutôt autre chose,
qui nous amènerait plutôt à sortir de ce clan. On va l'écraser, on va le faire taire à l'intérieur de nous pour ne pas se mettre en contradiction avec ce clan, cette famille qui nous apporte une forme de sécurité dans la matière et dans la société, évidemment à un prix relativement lourd, au prix du sacrifice je dirais, de notre parcours spirituel pour bon nombre d'entre nous, ou en tout cas au prix du sacrifice de notre sensibilité personnelle, au prix aussi du sacrifice de l'appel à ce que nous nous sentons amenés, appelés, inspirés à créer dans le monde, parce que ça viendrait en contradiction avec ce que l'on nous a demandé. Ça, c'est la première notion de famille, qui est, je dirais, ce clan archontique de l'ancien monde, de la matrice, que nous sommes en train de quitter. Et puis, il y a une autre façon de regarder la notion de famille, que je verrais plutôt comme la famille du cœur, comme les familles que nous reconstituons, nos familles d'âme, aussi les familles que nous retrouvons, mais sur un plan plus léger, plus subtil, c'est-à-dire tous les êtres, parce que c'est au-delà des personnes, tous les êtres avec qui nous nous sentons en affinité immédiate, inexplicable, intuitive, affinité du cœur, et avec qui nous créons une famille, un réseau, une relation, des liens du cœur. Je dis tous les êtres parce que bien sûr, ça peut être des êtres humains, des personnes, y compris parfois dans notre famille biologique, hein, c'est tout à fait possible, mais je dirais tous les êtres parce que ça peut être des animaux, ça peut être des ancêtres, ça peut être des guides. Hein, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur comment entendre nos guides. Ces êtres-là créent notre famille sur un plan plus léger, plus subtil et beaucoup plus libre. Parce que dans cette famille-là, je dirais dans la famille du Nouveau Monde, euh, notre individualité est respectée. Notre élan de créateur en tant qu'individu a sa place, il peut s'exprimer et nous n'avons pas, on ne nous donne pas l'impression que nous trahissons si ce que nous exprimons n'est pas exactement dans la même ligne que la tonalité générale de cette famille. Euh, pour prendre un exemple vraiment très basique, si tout le monde se met à table pour manger une pizza et que vous avez envie euh, d'un bol de soupe ou d'un pot-au-feu, on va pas faire les gros yeux parce que vous ne mangez pas comme les autres. C'est vraiment une illustration un peu simplette, mais dans l'ancien clan, tout le monde mange la même chose à la même heure. Et si vous mangez différemment des autres, on commence à vous regarder un peu bizarrement. Par exemple, si vous voulez manger végétarien, on vous explique que c'est un peu bizarre. Ou c'est vrai aussi dans l'autre sens, hein, si vous êtes dans un clan où il y a certains interdits alimentaires et que vous ne vous conformez pas à l'interdit, eh bien, on peut vous faire comprendre que vous n'êtes pas à votre place. Dans ce que je comprends de la famille du Nouveau Monde, il n'y a pas de jugement sur ce plan-là. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre à table à heure fixe pour manger toujours la même chose selon des rituels codifiés. Même si on vit dans une famille où effectivement les repas pris ensemble ont une valeur de, de moment de rassemblement, ça je l'entends tout à fait, mais quand ça devient un rituel pesant euh, qui ne respecte pas les besoins physiologiques individuels des membres de cette famille, là, pour moi, ce n'est plus adapté. Donc, j'ai vraiment pris l'exemple de la nourriture pour essayer de trouver quelque chose de très simple et de facile à comprendre, mais vous pouvez le transposer sur un plan beaucoup plus large. Et dans la famille de l'ancien monde, de l'ancienne matrice dont nous sommes en train de nous libérer, nous conformons aux demandes notamment de nos parents pour ne pas être mis à l'écart du clan, parce que sinon la punition, c'est le bannissement. On a vu à l'œuvre ces dernières années, dans un certain nombre de phénomènes sociaux, politiques que je ne vais pas décrire ici, un exemple typique de l'utilisation de la peur du bannissement pour contrôler toutes les personnes qui auraient pu oser poser des questions, porter une parole dissidente
ou oser d'autres modes, d'autres choix de vie qui n'étaient pas en accord avec, disons, la pensée dominante. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, je pense que vous m'aurez compris. Donc cette peur du bannissement a été un outil de contrôle sur un plan social, mais ça s'est vérifié dans les familles. C'est-à-dire que beaucoup de gens n'ont pas osé exprimer dans leur famille, et j'en reviens à ma thématique du mouton noir, une pensée un petit peu différente, une vision, un ressenti un petit peu différent, par peur, et c'est tout à fait compréhensible, d'être bannis de leur famille, de leur clan. Et j'ai entendu dans cette optique-là, dans tout le cadre que je viens de prendre le temps d'élaborer, la question de Nathalie, qu'est-ce que être une bonne fille ou un bon fils? Souvent, nous croyons que être une bonne fille, c'est répondre exactement à ce que nos parents attendent de nous, à nous conformer à leurs attentes et à ne pas les blesser en prenant des voies différentes. Parce qu'ils vont le ressentir comme une trahison et comme un abandon. Puisque eux-mêmes, nos parents, n'ont peut-être pas fait un travail sur leur enfant intérieur en souffrance, ce petit mendiant que la plupart des êtres humains portent en eux dans des proportions variées. Si nos parents n'ont pas fait en amont ce travail de regard sur la petite fille aux allumettes, sur le petit mendiant en eux, eh bien ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont externaliser leur souffrance sur leurs propres enfants en leur demandant de les prendre en charge et de ne surtout pas les trahir et de répondre à leurs demandes sans les remettre en question. Et nous, surtout si nous sommes très sensibles, pour toutes les personnes qui sont empathes, hypersensibles, comme je pense que c'est le cas d'un certain nombre d'entre vous, nous entendons de manière plus ou moins subtile, intuitive, émotionnelle, la demande et la détresse, l'immense détresse du parent qui compte sur nous pour répondre à ses demandes, et nous n'osons pas lui dire que sa demande, ses demandes, ou que leurs demandes, si on parle des deux parents, sont en contradiction complète avec nos propres valeurs. Et donc, nous nous trahissons nous-mêmes pour ne pas trahir nos parents. Sauf que ça, c'est les méthodes de l'ancien monde. Ça, c'est les méthodes de la matrice dont nous sommes en train de nous libérer. Dans le nouveau monde, ça marche pas exactement comme ça. Dans le nouveau monde, en tout cas, c'est ma vision et je ne fais que la partager, je prétends pas que c'est une vérité absolue. Vous verrez si ça vous parle. Mais pour moi, dans le nouveau monde, nous comprenons que nous ne sommes pas venus au monde pour réparer les blessures de nos parents, a fortiori les blessures inconscientes de nos parents qui n'ont pas fait de travail que nous, peut-être, nous avons fait de conscientisation de nos blessures. Nous ne sommes pas venus pour les réparer, en tout cas pas pour les réparer au premier degré, c'est-à-dire en répondant à leurs demandes immédiates. Par contre, nous avons la possibilité d'accompagner et même de libérer nos parents de cette blessure qui est la leur en osant leur proposer autre chose. Autrement dit, chaque fois que je peux me dégager de la demande et des attentes de mes parents, poliment, respectueusement, avec bienveillance évidemment, je fais un petit pas de côté qui me dégage un petit peu de cette espèce de mainmise du clan sur moi. Je fais un petit pas de côté qui m'en dégage, et dans cet espace-là, j'ai la possibilité de proposer un nouveau modèle, de proposer une nouvelle façon de se comporter et de proposer d'autres façons de prendre soin de soi. Autrement dit, en faisant ce petit pas de côté, je me libère. Je me libère d'une emprise générationnelle qui remonte à des générations et des générations et des générations. Je m'en libère et du coup, je propose par la loi de résonance aux parents, et en particulier aux parents qui n'ont pas conscientisé sa blessure, je lui propose de se libérer, je l'autorise à se libérer également. Chaque fois que je me donne une liberté, j'ouvre pour
en particulier le parent qui attendait beaucoup de moi, je lui ouvre un espace de liberté. Je lui dis, tu vois, c'est possible parce que moi, je le fais. Et tu vois, je le fais, ça me demande du courage, mais je le fais aussi pour toi. Chaque fois que j'ose apporter une réponse différente à la réponse attendue par le clan, par la matrice, par la société, à telle ou telle situation, j'offre un espace de liberté, dans un premier temps à moi-même, mais aussi à toutes les personnes avec qui j'ai un lien du cœur, un lien biologique, un lien relativement fort, notamment toutes les personnes qui ont placé beaucoup d'attentes et d'espérances sur moi. Et ça, je pense que ça demande beaucoup de courage, parce que dans un premier temps, ce qui va se passer quand on fait ce pas de côté et qu'on dit aux parents, au père, à la mère, écoute, cher papa, chère maman, je t'aime beaucoup et je vais faire de mon mieux pour prendre soin de toi, mais pas de la manière que tu espères, parce qu'elle ne me semble pas la plus appropriée. Quand vous faites cette démarche-là, dans un premier temps, 99 fois sur 100, ce que ça va réveiller chez l'autre, c'est de la colère, c'est de la tristesse, c'est de la peur. La colère parce qu'il se sent trahi. La tristesse parce que vous n'avez pas répondu à ses attentes. La peur parce qu'il vous croit peut-être embarqué dans une démarche de vie qui n'est pas raisonnable. Je cherche les mots les plus neutres pour décrire des situations qui feront peut-être écho à votre expérience. Donc la première chose qui va se passer quand vous allez faire ce pas de côté, c'est que non seulement vous allez devoir prendre sur vous pour oser ce pas dans l'inconnu, parce qu'on entre vraiment, c'est vraiment un pas dans l'inconnu, c'est un acte de foi, mais en plus il va falloir affronter la réaction du père, de la mère qui attendait beaucoup de nous en tant que fils ou que fille, qui va se sentir trahi et qui va en général nous le faire comprendre de toutes les manières possibles, selon sa façon de fonctionner, d'entrer en relation. Et c'est là que ça demande une certaine fortitude. C'est là que ça demande, ce à quoi je reviens toujours, un alignement sur son axe. Parce que quand vous faites ce pas de côté, c'est effectivement un pas de côté par rapport à un ancien fonctionnement, mais c'est en réalité, par rapport à vous-même, c'est plus un pas de côté, c'est un réalignement sur vous-même, sur votre axe, sur ce que vous êtes venu faire, sur votre vérité, sur votre intégrité. Ça demande du courage et paradoxalement, dès l'instant qu'on se replace dans son axe, on va presque quelquefois le sentir comme un petit déclic, c'est hop, ça y est, c'est remis dans l'alignement. Là, tout à coup, il y a une force intérieure qui arrive, qui permet de ne pas être balayé par les émotions réactives des parents ou de la famille, qui ont l'impression que l'on les a trahis. En fait, le moment qui demande le plus de courage, c'est quand on se sort de leur demande et quand on leur dit: «Cher papa, chère maman, tu as tout mon amour, mais je ne vais pas répondre à ta demande de la façon que tu attends». C'est ça qui demande le plus de courage, parce que dès l'instant où vous vous réalignez sur votre axe, sur votre vérité, sur votre intégrité, vous allez, c'est comme si vos racines se replongeaient dans votre terreau intérieur, c'est comme si vos antennes se reliaient à tous vos guides, à toutes les puissances célestes qui vous accompagnent. Et là, en fait, vous êtes nourri d'une très grande force. Et finalement, vous sortez de la culpabilité qui vous amène à croire que vous êtes une mauvaise fille ou un mauvais fils, pour comprendre que l'acte que vous avez posé est un acte de guérison, de réparation, derrière des apparences non positives. Et ça demande vraiment d'avoir un regard relativement lucide sur ces deux notions de clan, donc la famille dans l'ancien monde,
ou de famille de cœur, famille d'âme, telle que je la conçois dans le Nouveau Monde, qui est une famille qui sort d'un système pyramidal, où il y a généralement un ancêtre, un chef qui impose sa loi à tout le monde, pour rentrer dans un système qui n'est pas du tout pyramidal, qui est un système d'interaction d'individu à individu. Un système beaucoup plus horizontal, où chaque individu a une parole de même valeur que les autres. Dans le système pyramidal, plus vous êtes en haut de la pyramide, plus, plus votre parole a de pouvoir, y compris de pouvoir d'écrasement sur les autres, de domination sur les autres. Dans la famille du Nouveau Monde, telle que je la comprends, c'est un petit peu, je vais prendre une image, c'est comme la table ronde du roi Arthur. Le roi Arthur avait fait faire une table ronde pour que ces chevaliers soient tous à égalité. Puisqu'autrefois, dans la table du Moyen-Âge, dans la table allongée en rectangle, il y avait le haut bout de la table où siégeait la personne qui était en haut de la pyramide et le bas bout où siégeaient ceux qui étaient en bas de la pyramide. Il y avait une hiérarchie familiale et sociale qui se reproduisait sur cette grande table allongée. Dans la table ronde du roi Arthur, tout le monde est à égalité. Chaque individu a une valeur identique. Ça, pour moi, c'est ce que je comprends en tant qu'image, en tant qu'illustration de la famille, telle qu'on pourrait commencer à la mettre en place dans le Nouveau Monde. Et dans cette famille-là, la notion d'être un bon fils ou une bonne fille perd notamment toute sa dimension de culpabilité qu'elle a énormément dans le clan, dans la famille archontique, telle que moi je la comprends. Voilà, je regarde, mais j'avais pris quelques petites notes dans mon cahier pour répondre à Nathalie, mais je crois que j'ai dit l'essentiel. Ouais, ça va faire 20 minutes que je cause, ça devrait bien suffire. Je pense que ces quelques réflexions vous aideront peut-être, notamment si vous avez endossé le rôle du mouton noir de la famille, si vous êtes le grain de sable dans l'engrenage, si vous êtes celui ou celle qui est considéré comme le mauvais fils, la mauvaise fille, parce que vous ne répondez pas aux attentes parentales. Si, au contraire, vous avez essayé de répondre, de vous conformer à ce qu'on attendait de vous, mais à l'intérieur, finalement, c'est douloureux parce que vous trahissez vous-même. Si toutes ces thématiques-là vous parlent, j'espère que ces petites propositions, réflexions, qui ne sont bien sûr que les miennes, vous aideront à clarifier un petit peu où vous en êtes sur ces thématiques. Je rappelle que le but de toutes les vidéos que je propose sur cette chaîne, Blue Moon et Baba Yaga, ont quand même pour objectif, en fin de compte, d'accompagner toutes les personnes qui sont, je dirais, sur un chemin de conscience, et d'accompagner toutes les personnes qui sont dans une démarche de sortir, disons pour le simplifier, de l'ancien système, de l'ancien monde, pour faire exister le nouveau monde. Voilà, donc j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous êtes encore là, un grand merci pour votre attention. Et puis bien écoutez, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.